Bonjour. Bonjour, bonsoir. Alors vous attendez ma réaction là, parce que c'est vrai que là ça bouge en ce moment. Ah, il y a un vent contraire les gars, faut tenir la barre. Alors tout d'abord merci évidemment, merci de votre soutien. Hein. Je vous rappelle que l'anataxe, cette taxe qui permet à chacun de chanter Chouananas. Vous êtes nombreux à m'envoyer des courriers, Dieudo, t'as été condamné à 28 000 euros, puis là 20 000 encore de plus. Donc les gens me donnent, mais effectivement participent à ces frais de cette taxe, hein, la taxe Chouananas. Donc est à atteindre les 40 000 euros. Très bien, je devais 28, mais j'ai été recondamné depuis à 20 000 encore, ça fait 48 000. Donc continuez à donner, de toute façon, vous savez, c'est pas de l'argent perdu. Croyez-moi que jusqu'au bout, on va leur foutre dans le cul. C'est formidable, l'élan de générosité qui se fait autour de ce projet. L'Anatax vous permet de chanter Chouananas dans votre voiture, partout, chez vous. Endormez vos enfants. Et l'enfant s'endort. Pareil en voiture, pour éviter de dormir, chaud, ananas, ça a des vertus thérapeutiques. Par exemple, chaud ananas peut guérir les problèmes de ventre. J'ai des gens qui m'ont appelé, Dieudo, j'avais mal au ventre, j'ai chanté chaud ananas et c'est parti. Oui, je confirme. Pareil pour la migraine. Des gens m'ont dit aussi, j'ai retrouvé ma virilité en chantant chaud ananas. J'ai dit, c'est pas étonnant. Ça ne m'étonne pas. Parce que ça agit, Chouananas, sur la molécule N9. C'est une petite molécule qui est dans le bas cervelas. Et Chouananas, il y a une vibration qui fait qu'elle bouge. Et ça l'énerve, ça excite. C'est très bon. Les médecins vous le diront. Chanter Chouananas, c'est gagner beaucoup en respiration. Et plus vous m'aidez, évidemment, et plus on met le système en difficulté. Hein. Condamne-le, maintenant, parce que le peuple de France va lui donner l'argent. Comment on fait ? Donc là, ils ne savent plus comment faire, à moins qu'ils me foutent tantôt. Je pense que c'est la seule solution. J'ai eu la sensation de n'être qu'un intermédiaire entre le peuple aujourd'hui et cette petite poignée de dirigeants, esclavagistes. Donc le mouvement de la quenelle est arrivé, arrive au sommaire. Là, on est au cœur de toutes les attentions. Télé, radio, presse, médias, tout. La quenelle. Ça n'est pas un geste d'extrême droite, c'est un geste propre à la mouvance Dieudonné qui fédère des gens provenant de tous les horizons politiques. זו הופעה של פרובוקטור ואנטישמי די ידוע, קומיקאי הצרפתי דיודונה, כמו בגרמניה הנאצית, רק הפוך, במקום למעלה, היד מצביעה למטה, אבל בצורה זהה. תנועה נקראת קונל, שילוב של מועל יד ואצבע משולשת. Ce sont des réactions ici et là, voyez-vous, qui sont étonnantes. Jusqu'au sommet de l'État, François Hollande, convoqué par le président du CRIF. Ce sont les Juifs qui se sont organisés eux-mêmes, qui ont choisi leurs représentants, et ce qui explique sans doute la liberté qui a toujours été la vôtre, encore aujourd'hui, Monsieur le Président, car quand vous avez des choses à dire, vous les dites. Et vous les dites librement, franchement, sincèrement, bruyamment. Et nous vous écoutons. Il semblerait, bon, moi je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais qui t'ont baissé le froc et qui t'a donné la fessée devant les journalistes. Toi, François, merde. Tu peux quand même dire non, enfin, ou tout du moins pas à l'abri des regards. Tu pourrais garder un petit peu de dignité. Hein. Tout ça parce que Kuckerman, le président du CRIF, t'a convoqué. T'aurais pu dire, attends, laisse-moi, l'autre. François, t'y vas, toi. Puis tu rampes sur le sol, il te dit, eh oh, François, mets-toi à genoux quand même. Il y a des caméras. C'est le président du CRIF, le mec. C'est lui qui décide qui sera président d'ailleurs. On le voit avec c'est-à-dire chaque année, il fait un repas, le repas du CRIF, ils appellent ça. C'est toujours un grand moment où l'opposition rêve d'être à la table centrale et où la majorité sait que c'est forcément pour un temps précaire, alors que vous êtes permanent dans l'institution. Et à la fin du repas, il y a une galette. Et qui est la fève? C'est toi, François? Balance la couronne. Alors merde, elle est trop grande. Oui, parce que le problème, ils n'avaient pas fait la taille de François. Parce que là, il est dans la merde, François. Parce que c'est votre président, mais il représente plus que dalle. 15% des Français, apparemment. Et encore, je crois que les chiffres sont gonflés. Je crois que François, tu représentes plus que dalle. Ah, on est dans la merde, là. Alors c'est vrai que dans les dernières vidéos, il y avait cette petite chanson qui est en train de revenir un peu partout. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul? Alors apparemment, il la sent, François. Là, je crois que si tu la sens pas, c'est que tu as perdu tout sens commun. Il faut que tu te fasses opérer.
Et puis alors il s'en prend à moi, François, putain, François, t'en prends pas à moi, enfant. Nouvelle Obs. Hollande peut-il en finir avec Dieudonné? Nous agissons, gouvernement de Jean-Marc Ayrault, pour que sur tout ce qui est Internet, on en a parlé souvent, nous puissions là encore éviter la tranquillité de l'anonymat qui permet de dire des choses innommables sans être retrouvé. Et là aussi, j'ai demandé au gouvernement d'y veiller tout particulièrement. Et aussi de lutter contre le sarcasme ou ceux qui se prétendent humoristes et qui ne sont que des antisémites patentés que nous devons également combattre. Fonfon. Hé, la ficelle, le filochard. Qu'est-ce que tu fous, là? Ouais, Fonfon, là, tu déconnes. Faut pas tous les écouter, François, parce que Kuckerman, il dit des bêtises. C'est le geste inverse du salut nazi. Les jeunes ne sont pas conscients du fait que ce qu'ils font est très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse. Très proche du salut nazi, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, c'est juste l'inverse, l'inverse. Je vais vous inviter à regarder une photo qui n'est pas très agréable à regarder d'ailleurs. Dieudonné Balambala, puisque c'est ainsi qu'il se nomme, qui fait ce qu'on appelle la quenelle. Il est tellement facile de dire non, c'est pas antisémite, Oui. que je doute qu'on arrive à un résultat sur ce terrain-là. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager. Et c'est très inquiétant. C'est juste l'inverse. Moi, je vais l'attaquer de toute façon. Je l'attaque en justice. Alors oui, d'ailleurs, il faut que je vous explique. Il y a eu un dépôt de plainte avec constitution de partie civile contre monsieur Jakubowicz. Hein, donc la plainte, elle est là. Elle a été déposée par maître Stéphano et maître Mirabeau, mes avocats. Deux courageux avocats. Donc contre Jakubowicz, contre X, contre tous ceux qui... enfin, a priori, c'est la LICRA et Jakubowicz, hein, qui ont défini la quenelle comme un salut nazi inversé. Ça vient de son imagination à Jakubowicz. Hein. Donc il va falloir qu'il réponde devant les juges. Donc il est mis en examen. Et personne n'en parle. Pourtant, ils ont fait une dépêche à AFP. Hein. Donc, ils ont envoyé, comme ça se fait couramment, maître Mirabeau et Stéphano, alors qu'on parle de la quenelle un peu partout, ils ont envoyé leur dépêche à AFP. Et donc, ils expliquent pourquoi on porte plainte. Mais là, non. L'AFP, ils ont dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Non, non, mais nous, voilà. Faut que je joue directement avec Jérusalem, apparemment. Donc là, pour ça que ça va être assez intéressant. Hein. Parce que dans un sens, ils relaient tout et n'importe quoi, et dans l'autre sens, ils ne veulent pas en parler. Alors bon, évidemment, dans cette réponse à l'AFP, enfin dans cette dépêche, il précise qu'est-ce que le geste de la quenelle. Sur un plan juridique, c'est quoi? C'est un bras d'honneur détendu. Bon. Alors, la définition de la quenelle, si je devais en donner une, parce que tout le monde l'attend, Dieudonné, vas-y, donne une définition. Alors, d'accord, c'est marrant, ça fait déjà à peu près 10 ans que j'en fais des quenelles. Mais je crois que la meilleure définition nous vient de Romain. Romain, je le cite à chaque fois, c'est l'ange de la quenelle, celui qui a donné à la quenelle cette aura à la fois mystique, à la fois courageuse et de plein de panache. Romain, c'est une histoire incroyable. Moi, je vais vous la raconter encore une fois. Romain, c'est ce jeune homme de 17 ans qui nous a quittés il y a 1 an maintenant. Précisément. Alors c'est une histoire incroyable. 1 an avant notre rencontre, Romain avait été approché par l'association Make-A-Wish. Bon, vous excusez mon anglais, mais on n'est pas là pour donner des cours d'anglais. Fais un vœu, quoi. Alors c'est une ONG américaine reconnue par les Nations Unies. Donc, déjà j'ai envie de dire, méfie-toi. Mais bon, tu sais, quand tu es dans le malheur, que tu as un enfant qui a le cancer, tu les laisses faire. Donc, l'association Make-A-Wish est censée réaliser le vœu d'enfants de 3 à 17 ans atteints d'une infection très grave. Et Romain avait un cancer généralisé en phase terminale. Donc autant dire, Caridas qui dit mieux. Enfin, je veux dire, toi, mec. Alors, l'association Make-A-Wish a pointé le bout de son blaire à l'hôpital. Ils sont rentrés dans la chambre d'hôpital. Bonjour Romain, ça va? Ah ben non, ça va pas Romain. Tu es malade. Tu as vu maman comment elle pleure quand elle te regarde? Est-ce que tu vas mourir, Romain? Mais c'est pas grave. La fait, mais comme c'est pas. Je vais te permettre de réaliser un vœu, rencontrer la personnalité de tes rêves.
Donc comme je vous l'ai dit, Romain à ce moment-là, bon, il est plus tout frais, il est quasiment une momie le gosse. Il a plus les joues roses, t'imagines bien, quoi. Il est déjà en cuir. Et tout est niqué parce que c'est généralisé. Donc toute la tuyauterie, ça part en quenille, il n'y a plus rien. Au niveau du souffle, éteindre une allumette, c'est un projet sur 15 jours. Donc la fée Make-A-Wish, tu vois, elle essaye de le motiver, mais il est quand même taquin, comme je vous ai dit. Hein. Donc il la laisse venir, il dit écoute, fais Make-A-Wish, vu comme ça, j'aimerais rencontrer l'humoriste Dieudonné. Dieudonné, c'est quoi? C'est une histoire vraie, hein, ce que je suis en train de dire. D'ailleurs, ça va apparaître en bas, histoire vraie, donc c'est véridique. Évidemment, la fée Make-A-Wish, quand elle entend mon nom, ou comme c'est une association plus ou moins israélienne, elle dit merde, elle appelle le médecin, vite, et je crois qu'il fait un AVC, l'enfant. Alors le docteur arrive, non, il ne fait pas du tout d'AVC, elle fait Make-A-Wish. L'enfant, il voudrait voir l'humoriste français Dieudonné, parce que ça se passe en Suisse. Et puis ça faisait un petit bout de temps qu'il leur parlait de ce projet. Alors elle fait Make-A-Wish, elle dit oui, mais il n'est pas dans le catalogue. Make-A-Wish, Dieudonné, tu veux pas Yannick Noah, regarde, Mousdiouf. Alors tu dis non, tu m'emmerdes avec ton Mousdiouf, je veux voir Dieudonné. Et donc là, bon, elle est devenue verte. Une sorcière, elle lui a craché à la gueule, il paraît. Crève, enculé de cancer antisémite, et puis elle s'est barrée. Bon, Romain, il était mort de rire, vous imaginez bien le gosse. Voilà, façon de parler, bien sûr. Mais bon, c'est là que sa mère a décidé de prendre contact avec moi. Il m'avait envoyé une photo comme ça où il faisait une quenelle devant le scanner de l'hôpital, alors que t'es en phase terminale du cancer, quenelle dans le fion de l'institution médicale. J'appelle ça du panache. Et donc j'ai décidé de dédicacer mon film, le film que je sortais à l'époque, Métastase, un film, bon bref, qui reprenait aussi un sketch sur le cancer. Et donc j'invite Romain à l'avant-première. Je ne pensais pas qu'il allait pouvoir venir, il est venu, il est sorti de l'hôpital, il est venu avec sa mère. Donc voilà, je présente le film, hein, et puis je dis voilà, je le dédicace à Romain. Et là il s'est levé. 9 kg 77, putain. Avec ses deux petits poils irradiés sur le caillou. Ça a mis une ambiance dans la salle. C'est les gens étaient là, qu'est-ce qui se passe? Mais j'étais gêné, t'imagines. Ils étaient censés venir voir un film comique, pas assister à un décès, t'imagines bien quoi. Puis en plus, il était en phase finale, terminale, ce qu'ils appellent. Les médecins, ils se lâchent au niveau de la chimio, ils savent pas ce qu'ils font. Alors ils te balancent de tout, quoi. Toi, huile de vidange, Schweppes. Tiens, elle est où la maillot de Smiley? Ben là, mets ça dans les tuyaux. Alors le gosse, il était fluorescent quand il est monté sur scène. Moi j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Je suis pas formé, moi. S'il avait fait un malaise et tout, tu vois, en voulant bien faire, j'aurais tout pété. Essaye de faire un massage cardiaque à une biscotte. Vas-y, vomis devant ton écran. J'ai pris une claque. J'ai compris où on en était. 25 ans de métier hein, sur scène, donc j'ai l'habitude. Quenelle sur quenelle, j'ai rien vu. Il a commencé, il est arrivé, il a dit j'ai fait ça va? Il m'a dit quenelle, Diodo, quenelle. Parce qu'il était au pied du mur, le mur qui sépare le monde des vivants du monde des morts, tu vois. Et puis nous, on était derrière. Qu'est-ce que tu fais, Romain? Quenelle. N'ayez pas peur, les gars. N'ayez plus peur. Quenelle. Quenelle dans le fion de la peur. Hein? Et c'est ça qu'il a laissé et qu'il laissera encore pour un petit bout de temps. C'est Romain qui a donné ses lettres de noblesse à la quenelle. Hein. Geste de panache, de courage et de foi en même temps, à la fois révolutionnaire et mystique. On s'est libéré dans nos têtes, donc ça on ne peut pas revenir en arrière. La quenelle est en train de bouleverser cette société. Et je dois dire qu'il faut se rapprocher au maximum de ce que Romain nous a laissé, c'est-à-dire le courage, et de ne plus avoir peur. Il ne faut plus avoir peur, on avance. Alors évidemment, le maître esclavagiste, le maître banquier, hein, c'est lui qui dirige tout dans notre vie. Hein. Le maître banquier. C'est lui qui te réveille le matin, avec le réveil. Allez, il faut aller bosser. Oh, non, je veux pas. Mais t'es obligé, il faut rembourser le crédit, connard. Donc vas-y, allez, va bosser. Non, je veux pas bosser. T'as loupé le métro. Ah ben voilà, ben marche, connard. Et alors t'arrives au boulot, allez, bosse. Tu veux manger? Non, bosse d'abord, bosse. T'as fini? T'es fatigué? Allez, rentre chez toi. Allez, vas-y, allume ta télé, baisse ta femme, mange, consomme. Et si tu veux pas, t'es un mauvais esclave. Et le maître esclavagiste, il est même capable de dire raciste. T'es un raciste. Ah, bien sûr, pourquoi pas. Raciste, il y en a partout. Donc, les gars, un mauvais esclave devient très vite un raciste.
Donc c'est ça que j'ai remarqué. Donc rendez-vous à 18 h au Théâtre de la Main-d'Or. Donc on va glisser des quenelles, On a des musiciens qui viennent maintenant. Oui, des quenelleurs musiciens, tous à visage découvert ou visage masqué, vous faites ce que vous voulez. Mais sachez que la victoire est là, elle est à une portée de main maintenant. Continuons et puis glissons des quenelles. N'hésitez pas aussi à les mettre sur vos Facebook, mettez des quenelles partout. Qu'ils soient noyés de quenelles. Le maître esclavagiste, il est en panique, vous le voyez. Et donc ils veulent nous terroriser. Et de manière complètement illégale. Vous vous souvenez du discours de Valls, écoutez-le. Mes chers amis, ces tristes voix qui se déchaînent, qui transpirent la haine, et notamment sur les réseaux sociaux, nous devons les combattre. Et je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, à La Rochelle, où il y a encore quelques jours, à l'occasion d'un beau colloque où nous étions avec Christiane. Je pense aux propos de ce Dieudonné qui ne fait plus rire personne depuis bien longtemps. Il crache à la gueule en permanence, ce mec. Ouais, je serai l'ennemi de la République, mais réveille-toi, putain. L'ennemi de la République, mais c'est le chômage, c'est le travail, c'est la santé, c'est la sécurité, c'est pas l'humour. Enfin, t'es malade ou quoi? Vous êtes fous, les mecs. Alors là, il y a eu un piratage de mon site. Ils ont donné en pâture le nom de gens qui venaient faire des quenelles sur le site. Alors là, par contre, il n'y a pas de problème. Le mec, les pirates, ils ont le micro, on leur tend. Alors, merci, quasiment merci. J'ai voulu, premièrement, démasquer les queneliers en diffusant leur nom, prénom, adresse, profession, adresse email. Et deuxièmement, j'ai voulu nuire à Dieudonné financièrement, étant donné qu'il vit en grande partie grâce à son site, grâce à Internet. Je pense que d'avoir diffusé sa base de données, forcément, ça lui ralentit ses ventes, en fait. Les esclavagistes veulent nous faire peur. Donc c'est ce qu'ils ont toujours fait dans les champs de canne. Regardez, méchant! Ils fouettaient devant les autres pour que les autres se calment. Le méchant, c'est celui qui exploite le peuple. C'est pas l'inverse. Là, on nous dit, la quenelle, vous êtes méchant. Non. C'est comme si un esclavagiste était dans un champ, comme ça, et c'est raciste. Non, t'as pas compris. C'est pas comme ça que ça marche. Si votre nom a été injustement mis en avant, enfin, sans qu'on vous demande, suite à ce piratage, on s'est servi de votre identité, on l'a mis en public comme ça, avec une photo de quenelle ou je sais pas quoi, et que vous voulez vous plaindre, vous avez été menacé, parce qu'ils menacent aussi. Donc n'hésitez pas à porter plainte. Nous avons donc mené dans ce sens, nous avons constitué une association, l'association des justes. Il me semble que le nom est parfaitement justifié, car s'il y a eu des justes en France, ce sont des maîtres queneliers. Il ne peut en être autrement. Nous avons 2 avocats qui vont s'occuper personnellement de cette affaire. Maître Isabelle Coutempère et Maître Albéric de Gaillardon. Alors je leur ai dit, attention, vous allez avoir des pressions. Ils ont dit, on n'en a rien à foutre. On va s'occuper donc des justes parmi les justes. Nous avons décidé donc de nous organiser, donc il y aura aussi en copie jointe à cette vidéo, donc le texte qu'il va falloir que vous nous renvoyiez avec une photocopie de votre carte d'identité. Tout ça au 1 route, vous voyez, de toute façon l'adresse va apparaître là. Donc voilà, vous voulez vous plaindre, une photocopie de votre carte d'identité, votre adresse mail, votre téléphone, plus vous remplissez le petit formulaire qui est en pièce jointe. Vous avez compris ou pas? Donc Kuckerman, attends-toi à un procès, la LICRA, procès, et puis tous ceux qui ont été emmerdés avec ce piratage, on y va les gars, on avance. Le pirate qui, pareil, lui, il bombe le torse, mais bon, c'est pareil, je veux dire, c'est le genre de rat, si tu veux, la moustachure, la tatouille, avec les moustaches. Sacré rongeur. Et tes leçons de morale, en tant qu'esclavagiste, si tu veux, on n'en a rien à branler. On te pisse à l'arrêt, toi, parce qu'il faut que tu comprennes bien ce qui se passe. Déjà, si t'imagines quand on parle à Valls et à tous tes maîtres, tes machins, et à Kuckerman et à machin, donc t'imagines ce qu'on pense de toi. C'est pas un capot qui va nous faire revenir en arrière. Donc on n'en a rien à branler, et puis non seulement on va continuer à glisser des quenelles, tous azimuts, 100%. Oui, je termine évidemment par l'hymne, ce qui devient l'hymne. Alors il y aura un deuxième couplet, on est en train de travailler dessus. Donc François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. Donc derrière vos écrans, n'hésitez pas. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle. François, la sens-tu qui se glisse dans ton cul, la quenelle.
moi, tout ça, c'est juste pour faire cacher ce qui se passe dans le monde. Hein. Plein de trucs, il se passe des trucs pires que ça, regarde. Sur qui se prendre la tête encore? Dieu donné. Comme pas de religion, c'est la quenelle. On va se casser le cou pour la quenelle. Mais tenez, en gros, et une dernière encore. Il y a une troisième encore. Prenez ça, mais en gros, pour les sionistes là, dès qu'on parle d'eux, c'est un problème. Que ce soit d'une cacahuète ou d'un truc qui concerne les sionistes, il y a un problème. Mais quand il s'agit des Noirs, des Blancs, même les propres Français là, on vous met dans les bateaux. Que ce soit les Renois, on parle pas de nous. Il défend les Juifs, il défend les Arabes, il défend les Noirs, il défend les Blancs, il défend les Chinois, il s'en fout. On dit que Dieudonné côtoie la droite. Mais la droite et la gauche, c'est la même chose. L'extrême droite en plus, mais ils se mangent tous dans la même assiette. Que ce soit la droite, la gauche, l'extrême droite ou le fond du trou du cul du monde. Ils se côtoient tous. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous mentir, il faut arrêter de nous bluffer. Il y a des vrais problèmes sur cette planète que la quenelle, que la cacahuète. C'est une démocratie, la droite dit ce qu'il veut. Il y en a certains, ils ont dit pire que ça. Et pourtant, au jour d'aujourd'hui, ils sont encore là, ils passent à la télé, on les voit tous les jours. L'autre salope de Michel Leb, là, c'est comment? Il a dit c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. C'est quoi ça? Ça, c'est pas du racisme, ça? Quand c'est un noir qui parle, là, tout le monde est gnien. On a tous rigolé. Tiens, dans ton cul, mon pote. Monsieur Valls, moi j'ai envie de vous dire, quand votre collègue, Madame Taubira, on l'a insulté de singe, pourquoi vous n'avez pas porté plainte? Rien pour dire, mon frère. Nous, on marche ensemble, nous. Guerre, Chinois, hindous, on s'en bat les couilles. On a tout le monde. Mais venez nous agresser. Sionistes de merde, venez nous agresser. On va rigoler ça. Attends, regarde. Un blanc parmi les noirs et les arabes, mon frère. C'est quoi, mon frère? Un blanc, frère. 10 ans, nous s'en bat les couilles. La politique, je vote pas. Pour moi, c'est la même, je les emmerde tous. En Afrique, il y en a qui crèvent de faim, qui crèvent de tout. Tout le monde ferme les yeux, juste pour une quenelle, ils sont en train de faire tout un rapport. Tout ce que je veux, c'est de me lever tous les matins, aller charbonner, rentrer le soir. J'ai mon entreprise, là je chôme. J'ai ma société, ma camionnette elle est là, mais je chôme. Pourquoi je suis là dans la rue? Parce que c'est la crise, il n'y a pas de boulot. Je cherche dans tout, je trouve pas. Il n'y a pas d'ITAF, il n'y a rien. Ils m'ont radié parce que je ne me suis pas présenté dans un rendez-vous et j'ai appelé même. Pour leur dire que je t'ai empêché et tout. Ah ouais. C'est le quota. Ouais, c'est le quota, frère, c'est le quota. Pour faire croire aux gens qu'il n'y a plus un grand nombre de demandeurs d'emploi. Alors on n'a même pas trouvé. Tu fais comment? T'as des enfants à nourrir, tu fais comment? Et après on te parle de quenelle, de ceci, de cela. Ah nous notre problème c'est quoi? C'est ça. On veut manger. Ah oui. Comment il s'appelle, Kazuyak et compagnie, ou Kaziak, ou je sais pas comment il s'appelle là, ils prennent des millions et les gens ils crèvent la dalle. C'est pas normal ça. Et après on nous parle de politique. Arrêtez. Maintenant, une chose est importante, c'est vrai, il faut aller voter. Moi je conseille à tous les jeunes étrangers de France, voter. Parce que là en plus il y a les municipales, ça va être important. Ne laissez pas l'extrême droite, les pénistes passer. On s'en fout que ce soit la droite ou la gauche, mais pas l'extrême droite. Voilà, mais il faut aller voter. Dieudo, tu sais que tu me fous dans la merde. Tu m'obliges à répondre parce que pour les juifs, je suis un traître et pour les autres, je suis un agent du Mossad. Mais j'ai rien demandé, moi. Je pensais qu'on allait vieillir ensemble, comme Chevalier Las Palais. Et puis tout d'un coup, tu me fais ton petit délire dans ton coin sans même m'en parler. Parce que quand j'ai connu Dieudonné, il vendait des bagnoles. Maintenant, il vend des quenelles. Non, un ami d'enfance, c'est ce que je te dis. L'année dernière, il a été obligé d'annuler toutes ses dates de spectacle, putain. Plus personne n'y va. Même les invités, ils n'y vont plus, putain. Tu sais, les comités d'entreprise, en fin d'année, ils t'offrent une boîte de chocolat. Tiens, puis deux places pour Semoun. Ouais, balance le chocolat. Pourtant, il ménage pas ses efforts. Putain, il est chez Arthur toutes les semaines, il monte son cul, il essaye de rester jeune. Mais ça marche plus. L'autre jour, il m'a appelé, il était à Tel Aviv, je vous jure. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Tu sais, il essaye de se relancer, un petit tour à la maison mère, il s'est dit, ça peut pas faire de mal. Et il monte sur scène, au bout de 2 minutes, les gens, et Dieudonné, il est où, Dieudonné? Je devrais pas vous le dire, mais l'autre jour, il m'a envoyé un SMS. Il m'a dit, je suis devant mon ordinateur, je vois que tu repars en tournée en 2014, tous les Zéniths de France. Je suis content pour toi, Dieudonné.
je pourrais peut-être faire ta première partie. J'ai dit non, il dit non. Tel Aviv, je peux pas suivre, là. C'est aller trop loin, putain. Puis je veux dire, je suis plus en mesure d'assurer ta sécurité, t'es marrant, quoi. Parce qu'au départ, quand on a commencé, se prendre une tomate, ça fait partie du jeu, mais aujourd'hui, un ananas. Ananas. Chaud, 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 ananas. Tu me tiens par la Shoah, je te tiens par l'ananas. Chaud. Arrête, Jackie, il y a trop d'émotions, je peux plus. Oh, faut que je pisse. C'est toujours délicat d'organiser ce genre de manifestation parce que il n'y avait dans notre esprit absolument aucune volonté de récupération, que ce soit politique ou personnelle. Donc je suis très, très content du résultat, avec des instants et des moments très émouvants. Et puis je pense que les Vénézuéliens qui sont là, les gens qui sont touchés encore plus près que nous, mais bon, même si le combat évidemment est universel, enfin, la révolution de Chavez nous touche profondément. Je pense que c'était vraiment très émouvant pour moi aussi de vous entendre témoigner. Bon, je n'ai pas grand-chose d'autre à vous dire qu'il me semble que cette révolution en France, en tout cas, elle est en train de grandir sur Internet. Alors ER, par son succès aussi, le démontre. Moi aussi, dans mes tournées de spectacles, sans aucune promotion, sans avoir le soutien des médias ou du système. Aujourd'hui, il y a une volonté du peuple, en tout cas, de trouver la vérité et de la retrouver, en tout cas, parce que je crois que le mensonge n'a jamais été aussi flamboyant qu'aujourd'hui. Bon, les exemples, ils sont tellement énormes, avec ce Cacahuzac, les yeux dans les yeux, qui nous explique, mais à l'UMP pareil, avec ces gens les deux finalistes futurs présidents qui se montrent du doigt, tricheur, il a bourré les urnes. Depuis quand trichez-vous? Depuis toujours, en fait. Et c'est vrai qu'on le sait aujourd'hui que nous avons affaire à des tricheurs, à des menteurs. Chavez faisait partie de cette catégorie de gens qui portent une nation, qui portent un pays, qui portent un peuple, et les résultats extraordinaire qu'il a obtenu dans ces 14 années de présidence le démontre. Moi, je pense qu'il nous manque aujourd'hui quelqu'un ici, et j'espère que, eh bien, en tout cas, nous et vous, je crois qu'il faut qu'on se prenne aussi en charge, qu'on n'attende rien d'autre que de se relever, de s'organiser, d'avancer. Et je pense que Chavez, pour ça, en tout cas, il nous a amené. Il a touché notre cœur, notre esprit. Et bon, un leader comme ça, un charisme comme ça, on ne sait pas, il va arriver. Certains l'attendent, certains pensent au Messie, certains pensent à... Il y a un homme, quelqu'un va arriver, il est déjà vivant, il va arriver dans l'année qui vient. Et je pense qu'il faudra qu'on le reconnaisse aussi, parce que bon, c'est pas évident. Où se cache-t-il? Alors, est-ce que ça sera Biquette? Est-ce que ça sera... Non. Bon, moi, j'ai une nature comique, évidemment, et j'ai grandi, je n'ai pas le vice de l'espoir, j'ai grandi dans les bas-fonds, donc j'observe avec beaucoup d'humour le monde dans lequel je vis, mais c'est vrai, lorsque l'on a un discours, je pense qu'il faudra peut-être un militaire, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on essaye de susciter, je sais pas, lever la main, je sais pas, il y a un général qui serait prêt à avoir un peu de panache, un petit peu, pour organiser un coup d'État. Pourquoi pas? Non mais pourquoi pas? On peut s'interroger, en tout cas.
Bon, en tout cas, on va passer au jeu des questions-réponses. Merci, parce que évidemment, votre présence est indispensable et elle marque aussi, si vous voulez, je crois, quelque chose pour lequel on se bat, pour lequel on travaille tous ensemble. Et je pense que voilà, on est là, on n'a pas besoin d'autres mots que merci à vous d'être là. Et puis on va répondre maintenant à vos questions. Bonjour à tous. Donc moi j'aurais une question à poser à Dieudonné et à Alain Soral. J'aimerais bien avoir votre avis un peu concrètement sur la vraie démocratie et le tirage au sort que défend Étienne Chouard, qui est aussi un supporter d'Hugo Chavez. Est-ce qu'on pourrait aussi faire la même chose, c'est-à-dire travailler un peu sur la démocratie et la Constitution? Et pour Dieudonné, si vous pouvez faire, je ne sais pas, un sketch sur la vraie démocratie ou la montrer du doigt, quoi, si c'était possible. Ça tombe bien parce que j'étais avec Étienne Chouard il y a 3 jours, samedi ou dimanche. J'étais avec lui dimanche, justement, on a débattu de ça lors de l'Assemblée Générale de ER PACA. Alors ma réponse, elle est très simple. C'est qu'on peut écrire une constitution qui soit beaucoup plus parfaite que celle qui est la nôtre, qui est ce qu'on appelle la démocratie représentative, qui ne représente en réalité jamais le peuple, on le sait très bien, donc on est dans ce que j'appelle moi la démocratie de marché et d'opinion, qui est une fausse démocratie. Le problème, c'est qu'une fois qu'on a écrit la Constitution, c'est ce que j'expliquais à Étienne, pour l'appliquer, il faut faire une révolution. Donc il y a ceux qui écrivent la Constitution, puis après, je vous dis, on est toujours dans la naïveté spontanéiste qui a amené Rosa Luxembourg à être assassinée dans le mouvement spartakiste, c'est qu'il ne suffit pas qu'on se réunisse tous pour écrire une Constitution pour qu'elle devienne la Constitution. Il y a bien un moment donné, il va falloir imposer cette Constitution à ceux qui se basent sur l'autre, qui est la légalité, et qui déclarera celle-là illégale. Ce qui veut dire qu'à la fois, il faut produire une Constitution pour après la prise du pouvoir, mais pour pouvoir l'imposer, il faut prendre le pouvoir. Et prendre le pouvoir, ce n'est pas par des mots ou en disant qu'on a plus de légitimité, c'est forcément à un moment donné par une phase révolutionnaire de violence, et de violence organisée, parce que sinon la violence désorganisée est en général contre-productive. Ce qui veut dire qu'il y a deux combats à mener simultanément. Il y a le combat d'Étienne Chouard qui est de produire une constitution qui soit authentiquement démocratique, notamment par lui, il veut recourir au tirage au sort. Je suis tout à fait d'accord que c'est sur le papier ce qui serait sans doute le plus effectivement démocratique. Et puis après, il y a le combat sur le terrain politique de l'ennemi, de celui qui a déjà le pouvoir, d'essayer d'imposer cette constitution. Et ça passe forcément non pas par une demande, une requête ou un vote à main levée ou ce genre de conneries, puisqu'on sait très bien aujourd'hui que même le nombre ne suffit pas, puisqu'on voit très bien que, par exemple, le combat, quelle que soit l'opinion que vous avez, le combat contre la loi sur le mariage pour tous, qui est en fait demandé par une ultra-minorité, même à l'intérieur de la communauté homosexuelle, malgré l'opposition de manifestations qui, d'après les vrais chiffres, parfois rassemblent 1 800 000 personnes, cette loi va passer simplement par des votes d'assemblée, bicamérisme, Assemblée puis Sénat, souvent de quelques dizaines de personnes qui sont là à appuyer pour les autres sur un bouton. Donc le nombre n'a pas grand-chose à voir avec le pouvoir, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc il y a à la fois produire une constitution démocratique sur le plan théorique, et puis en même temps arriver à ce qu'elle accède au pouvoir, ce qui est totalement une démarche différente, ce qui veut dire qu'il faut à la fois le travail de réseau, de combat, en se servant des contradictions du système et de moments clés pour essayer d'arriver à un moment donné à une phase révolutionnaire, car la banque et le pouvoir impérial ne nous donnera pas le pouvoir parce qu'il aura compris d'un seul coup que c'est nous qui le méritons. Il ne faut peut-être pas être trop naïf. Donc il y a le combat théorique à mener, l'écriture, ça je suis tout à fait d'accord, et Chouard le mène, et puis le combat qu'on fait nous peut-être d'essayer de rassembler les forces de résistance pour produire une espèce d'union sacrée qui à un moment donné peut produire un saut qualitatif dans le concret, dans le politique, qui s'appelle à un moment donné une phase de type révolutionnaire, même si ce n'est pas le pathos révolutionnaire du bain de sang, mais à un moment donné effectivement de renverser un pouvoir en pesant là où il faut peser. Donc en fait la réponse est double. Oui, il faut produire théoriquement cette constitution. 2, c'est pas parce qu'on l'aura produite qu'elle deviendra effective. Et que même si on ne fait que ça, ça restera ce qu'on appelle un joli texte. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à la question. Alors, je rajouterais, là, pour terminer sur l'histoire du sketch, sur la démocratie, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, la fiction dépasse la réalité. Il y a une concurrence déloyale des politiques sur la scène humoristique. On est vraiment arrivé au sommet de l'imposture, où le mensonge est arrivé.
c'est le dogme dominant. C'est-à-dire que avant, il y avait un petit temps de digestion. Alors, il y avait peut-être le cadre religieux qui leur imposait la réflexion. Mais aujourd'hui, ils commencent une phrase et ils terminent, ils disent l'inverse. Et ça, c'est absolument hallucinant. Alors oui, évidemment, je pense qu'il va y avoir un espace dans les années qui viennent où le rire va être une solution pour apaiser une sorte de soupape indispensable. Mais pour aller dans le sens de ce que vient de dire Alain, et puis dans le sens de votre question, je pense que on est vraiment des baromètres et on s'aperçoit que, par exemple, les policiers, les militaires qui viennent me voir, moi, dans les spectacles, qui viennent me parler, ils ont le même. Il y a vraiment une sorte d'union extrêmement large qui est en train de se passer. Moi, dans la salle de spectacle, j'ai des jeunes de quartier, des femmes voilées, des chrétiens, des militaires, des policiers. Et je pense que c'est ce grand rassemblement qui va pouvoir permettre à la Révolution de trouver ses racines, parce que le système nous a opposés tous les uns aux autres. Et c'est par cette division que le sionisme et le satanisme aujourd'hui, quand on parlait, le libre penseur, a pris le pouvoir. C'est-à-dire qu'ils nous mentent. Ils nous ont lobotomisés, mis des cloisons dans nos cerveaux pour qu'on s'oppose systématiquement les uns aux autres. Alors le rire, voir rire tous ces gens, moi en même temps, c'est extraordinaire. Puis là, plus ça va, plus je sens effectivement l'utilité de mon travail. Mais je pense que la révolution, que je pense servir aussi au travers de mon travail, elle arrive. Comment va-t-elle se matérialiser? Je pense que si je le savais, je serais mort. Et je pense que c'est un développement organique aussi qui est en train de se produire, intellectuel, artiste, et puis vous qui, en fait, votre présence encore aujourd'hui ici montre bien qu'on n'a pas eu de promotion sur les médias traditionnels. Vous êtes là parce que, et puis on sera de plus en plus nombreux. On a dit qu'on aurait pu être 2000 aujourd'hui, mais demain, ça sera un stade avec plein de gens. Et puis après, il faudra que chacun prenne ses responsabilités. C'est pas évident aussi pour Alain ou pour moi de passer du statut d'auteur, d'humoriste à leader politique ou révolutionnaire. Au départ, moi, je fais des blagues et il fait des livres. Et donc, il va falloir... c'est là où Chavez, pour nous, évidemment, nous inspire, parce qu'à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais du pied à un général ou un haut gradé de l'armée française. Il faudrait qu'il y en ait un qui nous rejoigne. Ce serait très, très important, parce que c'est indispensable. On ne va pas s'entretuer. On va pas finir. Or, le système va faire en sorte qu'à la fin, il y aura un bain de sang. Vous connaissez cette histoire du petit coq qui reste caché et qui sort au dernier moment pour reconstruire la paix et la liberté. Donc, moi, je pense que dans votre question, il y avait aussi toutes les réponses, c'est-à-dire que c'est avec vous, c'est ensemble, et puis il faut aussi qu'on assume aussi, plus ça va. Moi, depuis cette année, j'ai décidé d'assumer un peu plus directement mes responsabilités, puisque le système politique avait voulu me neutraliser, et par le biais de l'administration fiscale, ils ont voulu me chasser de chez moi, un coup de pied dans le cul. Alors bon, j'ai dit, bon, voilà, je vais donc saisi de la maison avec expulsion. Alors j'ai dit, bon, je vais à la banque. Et là, la banque me dit, non, fous le camp, retourne au Cameroun. Alors j'ai dit, c'est bizarre, je travaille, je gagne de l'argent, je voudrais juste un prêt pour payer mes impôts. Non. Et là, je me suis retourné vers le peuple français par Internet et j'ai dit, bon, voilà. Et là, vous m'avez donné cette somme d'argent. Et là, je suis arrivé à ma banque avec 2000 chèques que j'ai posés, ils n'en revenaient pas. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais oui, c'est les gens qui me prêtent. Et puis je vais les rembourser à la fin de la tournée que je suis en train de faire. Je pense que j'ai donc une responsabilité, ne serait-ce que, déjà de rembourser évidemment tous ces gens, mais au-delà de ça, c'est surtout je prends conscience que le travail que je fais est important. Voilà, et c'est tout un tas de petites marques comme ça qui font qu'à un moment donné, je pense que, oui, alors moi ça passera par des sketchs.
La démocratie, elle est déjà, le mot est un sketch, c'est-à-dire que c'est une utopie qui n'a jamais été réalisée et donc pour laquelle on peut travailler, mais on peut appeler ça comme on veut, quoi. Mais oui, en tout cas c'est un vrai sujet. Et là, on me fait signe en régie, voilà, on enchaîne. Très bien. Monsieur Bernheim, je crois que vous voulez répondre à Monsieur Biribi. Je crois qu'il est important de répondre à ces propos de haine, d'une haine extrême. Hein. Non, Monsieur Baribi. Comment Bristrem. Avez-vous seulement des papiers, d'ailleurs? Vous savez, non, monsieur, s'il vous plaît, monsieur, un peu de respect. Et ami personnel de Dominique Strauss-Kahn, ne vous en déplaise, monsieur. Laissez aux lois de cette République, à cette justice républicaine, le soin de se prononcer. Ça n'est pas un islamiste hystérique comme vous de nous dire ce qui est juste, monsieur. Mais écoutez, monsieur, allez caillasser vos femmes et venez me parler de droits de l'homme. Oh, mais ça suffit maintenant! Des droits de l'homme juif et des autres, écoutez, ce que vous dites n'a aucun sens. Voilà, si on pouvait couper le micro de cette personne, et même envoyer l'armée. Alors, écoute, non. Alors, voilà, Jésus, c'est le sujet, recentrons un petit peu le débat. Alors, vous le savez certainement, dans la religion juive, Jésus n'est pas considéré comme un prophète. Non, excusez-moi, non, c'est un juif comme les autres. D'ailleurs, dans notre esprit, Jésus est une affaire interne à notre communauté. Jésus ne vous regarde pas, quelque part. Nous avons Jésus comme vous avez Jean-Marie Bigard ou Carlos. C'est-à-dire, un amuseur, un homme de divertissement, de talent. Mais voilà, il serait d'ailleurs quoi d'autre? Quoi? Fils de Dieu? Ah, oh d'accord. Donc Dieu a des enfants, Dieu en camping, Dieu à la plage. Alors on va essayer d'être un peu sérieux. Jésus s'est laissé embarquer dans une histoire, le succès, des copains, l'alcool, voilà, jusqu'à se faire crucifier. Là voilà l'histoire de Jésus. Et là encore, les Juifs n'ont rien à voir dans cette affaire de crucifixion. Rumeur antisémite abjecte, colportée toujours par les mêmes, les Mel Gibson, les Dieudonné, j'en passe. Mais les Juifs n'ont rien pu faire, monsieur. Les Juifs étaient là, comme tout le monde. Il est là, il est caché derrière. Bon, voilà. Non. Alors, oui, dans les textes religieux juifs, il est précisé, vous avez raison de le dire, que le sort de Jésus est scellé, dans le Talmud pour ne pas le nommer. Alors le sort de Jésus est scellé, il est de bouillir pour une éternité dans une marmite d'excréments. Oui, mais ça ne veut pas dire que les Juifs ne respectent pas Jésus. Au contraire, ça veut dire Jésus revient dans ta famille, plutôt que de vivre dans le monde de l'excrément. D'ailleurs, taisez-vous, ce que vous dites n'a pas de sens. Vous savez, d'ailleurs, le pape lui-même l'a reconnu en se rendant à Jérusalem il y a peu de temps. Il rampait sur le sol, le pauvre là-bas, il demandait pardon à qui voulait l'entendre. On lui a pissé dessus, pourquoi? Pour cette collaboration abjecte, monsieur, de l'Église catholique avec le régime nazi. D'accord? Et là, je vais demander une minute de silence. On va dire que c'est bon. Vous savez, non, attention. Non, monsieur, c'est très grave. Bien sûr que le rôle de Jésus est central. Sans Jésus, pas d'église, pas de collaboration, pas même de nazisme. Jésus, vous voulez le fond de ma pensée, monsieur, un peu de respect. Jésus aurait dû être jugé à Nuremberg aux côtés d'Hitler. Voilà ce que je pense. Et non, c'est très grave ce que vous dites. Attendez. Et d'ailleurs, je soutiens d'ailleurs cette initiative de M. Klarsfeld, président d'honneur de cette très noble association des beaux-frères et des belles-sœurs de déportés. Et de leurs chats, d'ailleurs, on oublie toujours de le préciser. Qui veut poursuivre Jésus, oui, 2000 ans plus tard, et demander des réparations à hauteur d'un préjudice, malheureusement, qui ne se compte pas. Tout à fait. Et là, je vous apprends peut-être, monsieur Bernheim, mais la chaîne sera partenaire de cette opération. Donc, Jésus, rends-nous notre argent. Voilà. En partenariat, voilà, avec le ministère de la Culture, du Transport, Interflora, tout le monde. Alors, peut-être vous voulez intervenir, le père Bernardin, qui a l'air un peu en colère. Je ne suis pas en colère, je suis scandalisé. Parce que je viens d'entendre parler ainsi de notre Seigneur et Christ roi, mort en croix des hommes pécheurs. Avec tout le respect que je dois à M. Bernheim, lui et sa joyeuse confrérie, d'ailleurs, je suis scandalisé. Je trouve cela particulièrement injuste. Notre Seigneur a toujours pardonné,
jusque sur la croix. Pardonnez-leur, Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et il y aura cette marmite d'excréments comme ça pour l'éternité, en guise de remerciement. Mais là encore, notre Seigneur va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Hein? Suis-moi sur le chemin de l'amour éternel. Hein? Suis-moi sur le chemin de la vérité. Hein? Et là, vous ne pouvez pas, bien sûr. Hein? C'est contraire à votre religion. Hein? On va plutôt choper la syphilis que de te suivre dans ton trou à rats. J'ai simplement lu le Talmud. Ton royaume des cieux n'est qu'un camp de manouches pour les chiens de la casse de ton genre. Ne me menacez pas, monsieur Bernheim. Ne me menacez pas. Hein, vous êtes peut-être producteur de cette émission, hein, vous, votre cousin. Donc on va... Mais là encore, notre Seigneur va pardonner, malgré ce flot d'insultes ininterrompus. Vous voyez, il va pardonner. Je te pardonne, Bernheim. Car les insultes que tu m'adresses, en réalité, tu les adresses à ta mère. Hein? Donc, la fin est de moi, je vous l'accorde. Je vais conclure en m'adressant à M. Biribi, que je ne connaissais pas, et qui m'a fait grande impression, M. Biribi. Hein? Il me donne envie d'aller à la mosquée, vraiment, et de vous inviter dans l'église, voilà. Hein? Non, je crois que vous avez résumé, notre destin commun est là, chrétiens, musulmans, main dans la main, hein, dans ce grand combat final contre Satan. Bon, alors on va essayer de détendre un peu l'atmosphère. On va peut-être essayer de détendre l'atmosphère en passant la parole à notre ami peut-être du Québec. Ah ben, je sais pas si je vais détendre l'atmosphère. Moi, mes oreilles sont pas capables d'entendre les hosties de coris de tabarouette. Les pleurnicheries de monsieur le curé, ben voyons donc, monsieur le curé. Saint-Christophe en slip, m'en soit témoin. Vous nous en avez fait bouffer de la marde. Tous les Québécois vous le diront. Je ne connais pas, toutes même dans le grain, non, la BTB, là-haut. À qui vous avez pas fait bouffer du chapelet au forceps? Hostie de calice de Sainte-Thérèse en string. C'est vous les crucificateurs de Christ, c'est pas le peuple québécois. Nous, on a porté son hostie de croix dans le neige. Vous nous avez confisqué notre éducation, les catholiques. Pour moi, toutes les religions, là, les juifs, les chrétiens, musulmans, c'est la même gang. Jésus, il n'a pas de religion. C'était un athée. C'était le prophète des athées. Conclusion comme une autre. Merci en tout cas pour votre participation. Mais la vérité... J'ai envie de te cracher à la gueule. Mais la vérité, mais on s'en fout de la vérité. Tu crois quoi de la vérité, toi? Il n'y a pas de vérité dans ce monde. C'est le mensonge, Robert. C'est le mensonge qui dirige le monde. Hein? Apprends à mentir. Hein? C'est tout. C'est comme ça que ça marche. Apprends à fermer ta gueule. C'est ça les clés de la réussite. Crois-moi bien. Tiens, moi j'ai un exemple. Jean-Marie Bigard, on a commencé ensemble. Hein? Un mec, il avait tout pour réussir, il remplissait le Stade de France. Il roulait en Ferrari, il était heureux le gars. Hein. Il s'est mis à contester les attentats du 11 septembre. Ah ben ils l'ont ruiné, en 3 mois, terminé. Hein. Je l'ai vu chez Arthur il y a 15 jours, il conteste plus rien. Hein. C'est fini. Et tout ça sous l'observation attentive de l'ONU, tu sais. L'ONU. Des collègues humoristes à moi. Hein. À chaque fois qu'Israël est impliqué, je regarde l'explication de l'ONU. À chaque fois, ils interviennent à un moment donné chez moi. Je taisez-vous, il y a l'ONU qui parle. Enregistre. Mais bien habillé, le gars, il arrive. Non, cette fois-ci, non. Je crois qu'il faut quand même arrêter. Hein? Ça va, j'ai pas été trop... On se retrouve à la cantine, d'accord. Et alors, l'expression tout en haut, au-dessus, il n'y a personne. Hein. Devant laquelle tout le monde se couche, tout le monde se prosterne. Le crime contre l'humanité. C'est une expression qui est née en 1946 à Nuremberg. Avant, il n'y avait pas eu de crime contre l'humanité. Donc c'est pas rétroactif comme concept. Hein.
Non, non. Les Indiens d'Amérique, non, ben non. De la délinquance. Excuse-moi, oui, je sais, mais... Hein, l'esclavage des Noirs, pareil. Des risques interethniques. De la bagarre. De la bagarre. Le crime contre l'humanité, 1942-1944. Jackpot. Alors, je sais, certains vont me dire, Dieudonné, attention, est-ce que ce genre de discours devant un public pas averti, est-ce que ça n'est pas incité à la haine, antisémite? Non, je ne suis pas antisémite, que les choses soient claires. Hein, bon, toi, ça te fait marrer. Non, je suis pas antisémite. Déjà, j'ai pas le temps. Et c'est ce que je disais. C'est ce que je disais à un passant juif l'autre jour que j'ai croisé. Enfin, je pense qu'il était juif, le mec avait une kippa, hein, donc à moins que ce soit un jeune humoriste qui se lance. Et le mec m'a capté immédiatement, il m'a vu, tu sais, il est en liberté, qu'est-ce qui se passe? Alors moi, c'est vrai, comme je suis un peu taquin, tu sais. Le mec était terrorisé, tu dis, non, non, calme-toi. Je vais pas te déporter. Calme-toi. Tu sais, j'avais rendez-vous dans un quart d'heure, j'ai pas le temps de faire grand-chose. Détends-toi. Puis je me suis dit, Diodo, essaye de le calmer. Tu le connais même pas, le mec. Il te connaît pas, tout de suite, il a peur, le gars. Antisémite! Je suis pas tombé sur un créatif, le mec, il balance son truc. Je lui dis, fais un effort. Je dis, d'accord, si tu veux, si t'as besoin, il n'y a que des antisémites, des méchants tout autour. Calme-toi. Et là, il me fait, t'as pas honte? Écoute, je fais un pas vers toi, fais un pas vers moi. Je dis, ah, putain, honte de quoi? De ma race? Hein, ta mère la pute, de quoi tu parles? J'ai pas dit ta mère la pute, j'ai pas dit. Je l'ai gardé pour moi. Je dis d'accord, j'ai honte alors, j'ai honte. J'ai honte, putain, j'ai honte. Là, il m'a dit, ouais, mais t'en fais trop, tu te fous de ma gueule. Là, j'ai dit, évidemment que je me fous de ta gueule. Tu me laisses pas le choix, réfléchis. Honte de quoi? Puis là, il était parti. Là. Alors, perdu pour perdu, je me suis dit, je vais le pousser dans ses retranchements. Je suis taquin, le mec, il veut jouer au con, il est quand même tombé sur une 5e dan. Ah, j'y mets. Alors, mais j'y vais en souplesse, ouais, bon, je t'emmerde, faut quand même que tu saches. Et bon, mais toi, je le mets à feu doux, le mec. Bon, dès que j'arrive à ébullition, automatiquement, je mets les pattes. Donc, alors je le laisse partir, tu sais, il commence à sortir, bon, les fondamentaux, hein. Ouais, non, ma grand-mère, tu sais, sa grand-mère dans les camps de concentration, tu sais, en pyjama avec les numéros sur les poignets. Donc là, je me dis, c'est le moment de porter les stockades. Tu te décales, tu piques, tu comprends? Le mec, je lui dis, il faut que je te dise, ta grand-mère, j'en ai rien à foutre, on va commencer le changement. Et je vais même te dire, je lui pisse à l'arrière. Bien évidemment, je n'aurais jamais pissé sur une déportée, bien évidemment. J'étais pas né. Et donc... Mais je lui dis, qu'est-ce que tu m'emmerdes avec ta grand-mère? Est-ce que je te fais chier avec ma grand-mère, qui est morte grillée sous le napalm de l'armée française au moment de l'occupation du Cameroun? Et là, le mec, il me fait, quoi? Je te parle de ma grand-mère? Tu me sors le livre de la jungle? Je lui dis, bah oui, mais Balou, il est pas content, Balou. Il en faut peu pour être heureux. Là, j'ai pas le compte. Là, le mec, il était, je te jure, il cherchait de l'oxygène. Il était là, il cherchait un regard complice, ouais. Et pas de chance pour lui, il tombe sur un mec qui m'avait reconnu, un touriste algérien en vacances à Paris. Il aurait pu mieux tomber, le mec. Le mec m'a reconnu, pensant que je discutais avec un copain. Il arrive, il tend son appareil, il dit « Tu peux nous prendre en photo ?» L'autre, jamais, les antisémites. Bon, là, on était partis, on jouait en double. Il a pas touché une balle, t'imagines? Il chialait, ah, antisémite! Le mec, il était dépassé, toi, il s'est aperçu que la rue, c'était pas les plateaux télé. Hein. Ah ben dans la rue, t'es pas chez le Ruquier, hein, c'est pas pareil, ça se passe pas comme ça.
Là, c'est clair que le mec... Puis alors, j'ai bien senti, normalement, c'est vrai, un juif, tu sais, qui dit antisémite, comme ça, normalement, les gens... J'avais vu ça chez Ardisson, le chantage à l'antisémitisme. C'était Besancenot qui s'était fait choper par la commandante Tour. Le gars, tu sais, en plus, il avait rien dit, le gars, tu sais... je crois quand même, en Palestine, des fois, on ne sait pas tellement... Et en face, il y avait un mec du CRIF, toi, un 5 étoiles, le mec au-dessus, c'est Jérusalem. Et le mec, il a dit antisémite. Oh, je suis pas antisémite, non, combien ça coûte? Et le deuxième effet qui se coule, le mec, j'ai bien vu, c'est le nègre qui baisse pas le regard. Ça, il n'était pas habitué, le mec. Hein. Ouais. Le délit de regard, l'apartheid en Afrique du Sud, c'était pareil. C'est comme en Israël maintenant, c'est l'apartheid, c'était le délit de regard, t'as pas le droit. Le noir qui était pris comme ça, qui était flashé, pff, oh, retraite permis, fini. Et le mec, toi, ce qui est fou, c'est que pour lui, il s'est barré, je suis un antisémite, alors que c'est lui qui vient m'emmerder. Alors, est-ce que se défendre lorsque vous êtes agressé par un juif, est-ce que c'est un acte antisémite? Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est, tu sais, dans les actes, ils référencent et à la fin, tu vois, on paye dans les impôts. Est-ce que c'est ça que... C'est une question que j'ai posée d'ailleurs à Khaled Meshal, patron du Hamas. Je l'ai rencontré. C'est vrai que j'ai rencontré tout le monde. Et c'est vrai que lui, il a été expulsé de chez lui par des juifs, donc le chantage à l'antisémitisme, c'est vrai qu'il n'est pas... non. J'ai parlé, j'ai dit, mais quand on me dit t'es antisémite... Mais la Shoah, quand même... Gratte-moi le dos. Tu sens que le mec... Pas du tout de culpabilité aucune. À zéro. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu, si tu veux, le général de Gaulle de la Palestine. Hein. C'est-à-dire, il veut libérer son peuple. Mais avec une barbe blanche. Et le Père Noël, plutôt. Bon, dans la hotte, des requêtes. Hein, par contre, c'est pas un concept one-man show. Hein. C'est je descends dans la cheminée, mais dans les chaussons, des requêtes. Hein, les gars, amusez-vous. Donc, c'est vrai qu'ici, on n'a pas le point de vue du Hamas. Jamais, c'est ça qui est dommage. Hein. Ah, ici, c'est Bernard-Henri Lévy et Kouchner, donc c'est chiant. C'est toujours la même chose, les gars. Israël. Bon, c'est vrai que Khaled Meshal, c'est intéressant. Au moins, moi j'ai passé 2 heures, j'ai vraiment discuté. Hein. Franchement, il m'a raconté la tentative d'assassinat dont il a été victime. 2 agents du Mossad. L'agent du Mossad, il faut le savoir, c'est pas un mousquetaire. Hein. C'est pas demain matin à l'aube. Non. Une seringue empoisonnée, tu vois, un hall d'hôtel, un journal. Bonjour mon ami. Il s'est fait piquer dans le dos. Les deux, ils l'ont piqué dans le dos. 2 dans le dos, bon, c'était signé. Et alors, pas de chance pour eux, il y avait le garde du corps de Khaled, un costaud, hein, un gars, c'est vrai qu'il était né pour faire ce métier. Et il les a chopés, les 2. Et je lui ai dit, mais comme, les 2? Il m'a dit, ouais, comme ça. Il m'a dit, l'agent du Mossad, quand t'as la main dessus, c'est un poulpe. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien, c'est vide. C'est vide. C'est pas moi, je le jure sur la vie de ma mère. Je le jure sur ma mère. Alors les seringues sont tombées par terre automatiquement. C'est pour ma consommation personnelle, monsieur. Bonjour, bonsoir. Hein? La haine a encore frappé, encore et toujours sur la bande de Gaza. Là, ils se lâchent plus, on ne peut plus les retenir. Là, c'est tous les jours, ils se lâchent, ils en peuvent plus. Complètement possédés. Aujourd'hui, on peut parler d'un véritable programme d'extermination méthodique, systématique, mené par l'usurpateur sioniste. Un peu partout dans le monde, alors des voix s'élèvent, bien sûr, des gens quand même, les gens manifestent. Enfin, on manifeste en France, c'est interdit. On n'a pas le droit de manifester pour la Palestine. Il est de la responsabilité du ministre de l'Intérieur, notamment de faire en sorte que ces débordements n'aient pas lieu, que les valeurs de la République l'emportent sur toutes les formes de violence et que, à tout moment, responsabilité et liberté se conjuguent ensemble. Il n'y a aucune raison d'interdire cette manifestation. Les gens ont le droit d'exprimer une solidarité face à un peuple qui se fait massacrer, d'autant que les attaques sont de plus en plus lourdes. Depuis hier soir, Israël a entamé une offensive terrestre. Il y a déjà eu 24 morts et encore, c'était le bilan il y a quelques heures, donc je pense que ce sera plus lourd d'ici demain. Je pense qu'il y a une inconscience totale à ce niveau, une totale inconscience de la part du gouvernement. Il est en train de montrer une partie des populations à une autre. C'est
c'est une décision de guerre civile. C'est une décision de guerre civile. Alors qu'on n'interprète pas mes propos, hein. Je ne le souhaite pas du tout, et bien évidemment, au contraire. Mais nous pensons que cette décision va dans ce sens, pas du tout dans l'apaisement. Oh, faut rigoler. Moi, j'ai pris le parti d'Orient, vous savez. On sait qu'on est dans un pays qui, vraiment, on est aux ordres d'Israël, mais là, ça devient... Après avoir interdit mon spectacle, hein, donc le gouvernement socialiste, à la sauce socialiste, interdit les manifestations de compassion envers le peuple de Palestine. Ils doivent crever, il faut les laisser crever, ce sont des chiens. D'ailleurs, il y en a même une députée, je sais pas quoi, qui veut il faudrait que les femmes ne puissent plus avoir de gosses, ce sont des serpents, je sais pas ce qu'il raconte, l'autre salope. Défoncer la gueule, comme dirait Pascal Elbé. D'ailleurs, les pro-palestiniens ont été rebaptisés en nazis islamistes. Ah, moi, je connaissais les nazis sionistes, mais là, c'est l'envers. Les nazis islamistes. Tous ceux qui défendent en fait la Palestine sont des nazis islamistes. Ce sont les autorités morales de notre pays qui ont trouvé le terme, qui sont aux ordres d'Israël. Oh putain, ça commence à se voir. Vous avez vu François Hollande à chaque fois, putain. À chaque fois, il nous emmerde. Et qu'Israël, l'autre, il a été se prosterner. C'était humiliant, putain. Je vais tenter, dans un hébreu moins fluide, mais tout aussi sincère, de vous répondre. Tamid Eshaer, Raver Shel Israël. Je suis votre ami et je le serai toujours. J'aurais été obligé de chanter. Je l'aurais fait. Pour l'amitié entre Benjamin et moi-même, pour Israël et pour la France. Même en chantant aussi mal que je chante, car je chante mal. J'aurais toujours trouvé un chant d'amour pour Israël et pour ses dirigeants. Un communiqué qui est tombé hier soir, mais qui a été commenté toute la journée, notamment sur les réseaux sociaux. Un communiqué, on pouvait dire, la France condamne fermement les agressions. Elle a exprimé donc sa solidarité face aux tirs de roquettes en provenance de Gaza. L'Élysée écrit aussi, il appartient au gouvernement israélien de prendre toutes les mesures pour protéger sa population face aux menaces. Et c'est entre autres toutes les mesures qui a choqué certains en expliquant qu'il y avait peut-être d'autres solutions. Alors, les nazis islamistes, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces enfants que vous découvrez un peu partout, qui jonchent le sol à Gaza, et qui ont été neutralisés par les forces du bien, force israélienne. Vous remarquez sur cette image le jusqu'au-boutisme hystérique de ce jeune officier du Troisième Reich, qui n'est pas en uniforme, mais qui exécute, et ça n'aura échappé à personne, un salut nazi jambé, très très net, on va l'entourer, salut nazi jambé, en direction de Berlin pour rejoindre son Führer jusqu'au bout, donc complètement hystérique. Plus sérieusement, face à ce crime contre l'humanité unique, dans son genre tant par la barbarie que par la violence, je pense qu'il faut raison garder, respirer. Je sais que beaucoup s'énervent. Tout est une affaire de souffle. Détendez-vous. Face aux mensonges et à la propagande, respirez. C'est tout ce qu'il nous reste à faire. L'Empire n'a jamais été aussi flamboyant qu'à la veille de son chaos. C'est terminé. Laissons-les s'autodétruire. Ne participons plus, réapproprions-nous notre liberté. Nous n'en avons plus pour longtemps. Donc, respirons, faisons-nous des blagues, écoutons de la musique. Il faut rester dans la lumière, dans la vérité. Ne pas se laisser entraîner dans la haine. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Regardez, systématiquement, ils nous insultent. Comme pour Anne-Sophie Leclerc. C'était l'affaire de la semaine dernière. Cette jeune femme condamnée à de la prison ferme. 9 mois de prison ferme. Et 50 000 € d'amende pour avoir fait une mauvaise blague. Une blague un peu... c'est vrai que c'était pas terrible.
Tiens, regarde ce qu'elle a fait. Faut être honnête, elle n'est pas très drôle, mais bon, c'est pas... En tant que professionnel, je dis Anso, faut bosser. Là, tu t'es foutu de la gueule du monde. Bon, en pire de faire un strap pourtant, il va quand même te sortir les doigts du cul, hein, parce que là, non. Là-dessus, puis t'essayes de te justifier, tu t'enfonces, écoutez là. Le photomontage de Christine Taubira, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Il a été posté sur mon Facebook au mois de juin l'année dernière. Je l'ai effacé 3 jours plus tard et la personne qui est venue me filmer, Séverine Brun, la journaliste de France 2, a réussi à retrouver cette photo alors que des milliers de Français l'avaient déjà sur leur Facebook. Donc bien sûr que c'est de l'injustice. Je sais même pas sur quoi ils se sont basés. Voilà, ferme-la. Non, c'est vrai, t'apparais un peu comme une conne, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Pour moi, je te soutiens, Sophie. Et je viendrai à ton procès, je viendrai témoigner en tant que nègre que je vois pas pourquoi la justice se mêle de ça. Ça regarde pas la justice, qu'elle s'occupe la justice de faire son boulot, quoi. Pas de mettre des gens qui... et puis t'es pas plus raciste que Michel Leb. Souvenez-vous de son sketch à Michel Leb. Ici africain. Ah mais oui. Oh. Il me dit vous pourriez enlever vos lunettes de soleil quand vous me parlez là. Je dis ce ne sont pas mes lunettes, ce sont mes narines. Ah là, le nègre est un singe. Mais à la couverture de Charlie Hebdo, déjà on voyait que mon cerveau était beaucoup plus petit. Avec ma gueule de macaque, regardez, souvenez-vous. Puis bon, je parle pas de Patrick Cohen, d'LB, de tout ça. On comprend mieux aussi cette haine qu'ont certains juifs vis-à-vis des Noirs quand on lit l'ouvrage d'Israël Shahak. C'est Soral qui m'avait conseillé de le lire, c'est vrai que c'est intéressant. Je sais pas s'ils le font chez Contre-Culture, faut la regarder. Histoire juive, religion juive. Regardez, à un moment donné, il y a une description qui est assez intéressante. Maïmonide examine la prédisposition des différentes familles humaines à s'élever à la valeur religieuse suprême et au vrai culte de Dieu. Parmi les groupes incapables ne fût-ce que d'en approcher, figurent une partie des Turcs, c'est-à-dire les Mongols, et les nomades du Nord, les Noirs et les nomades du Sud, et ceux qui leur ressemblent sous nos climats. Leur nature est semblable à celle des animaux muets, et selon mon opinion, ils n'atteignent pas au rang d'être humains. Parmi les choses existantes, ils sont inférieurs à l'homme, mais supérieurs au singe, car ils possèdent dans une plus grande mesure que le singe, l'image et la ressemblance de l'homme. Non, ça peut être intéressant. Et ça a été confirmé par Dinovitz, c'est un rabbin, un grand rabbin de Jérusalem. Donc le gars, on sent d'ailleurs, tu vas voir à sa gueule qu'il est quand même, il y a une certaine compétence. C'est lui qui instruit les jeunes juifs en Israël. Il leur explique. Ben regarde ce qu'il leur explique. On a effectivement aujourd'hui un exemple frappant effectivement qui prouve la théorie de Darwin. C'est le célèbre dramaturge français qui s'appelle À diable donné. Et c'est vrai que quand on voit À diable donné, je pense qu'il faut se rendre compte que toute la théorie de Darwin est effectivement renforcée et prouvée. Effectivement, quand on le voit, on voit bien que l'homme descend du singe. Plutôt d'un gorille, mais peu importe. Oh, je te pisse à l'arrêt, Dinovitz. Oh, espèce de gros rat insupportable, je te pisse dessus, putain. Mais tout ça dans la bonne humeur, on s'en fout. J'en ai rien à foutre, je suis pas porté plainte contre toi, David. Je sais ce que tu penses de moi. Tu sais ce que je pense de toi. Bon ben voilà, on vit comme ça, c'est tout. Aimez-vous les uns les autres si possible. Si c'est pas possible, bon, passe ton chemin, lâche-moi. Me fais pas chier, quoi, surtout. Surtout évite ça, parce que je suis un singe. Et d'ailleurs, il a dit que la quenelle aussi, Dinovitz. Le grand rabbin Dinovitz. Si vous regardez l'origine, ce que pourrait être l'origine de la quenelle, ben vous vous apercevrez que à quelques centimètres près, je pense que ce signe-là a pour origine un autre signe. C'est celui-là, celui des singes. Et donc en vérité, il y a eu effectivement, comme l'affirme cette théorie, une évolution du signe qu'ils faisaient tous avant. Tous ceux qui aujourd'hui font la quenelle sont les descendants, bien sûr, de ceux qui, au départ, pendant des millions d'années, continuaient d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas évolué, mais pendant des millions d'années, leurs ancêtres faisaient comme ça. Oh, faut rigoler. Et ne surtout pas rentrer dans le jeu que nous suggère Dinovitz. Dinovitz, qu'est-ce qu'il veut? Il veut la bagarre.
Ben nous, on va pas se bagarrer. Donc nous, on va soutenir Anne-Sophie pour qu'elle n'aille pas en prison. Et on va se monter un collectif de négros, africains, antillais, on va dire non, ça va. En voulant foutre Anne Soso en tôle, qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils cherchent quoi? Ils cherchent simplement que les blancs et les noirs se foutent sur la gueule, quelque part. Mais oui, c'est de l'incitation à la haine. Je veux dire, le petit blanc dans sa campagne qui voit ça, il dit « Oh, c'est dégueulasse, les négros. » Ben non, je suis là pour vous dire, les négros, on n'a rien à voir là-dedans. Hein, et puis si vous aimez pas les négros, nous, on en a rien à foutre. En tant que noirs, on s'en fout, quoi. Tu m'aimes pas, je m'en fous, quoi. Toi, t'es là... Voilà, on n'est pas obligé de s'aimer, toi. C'est mieux si on s'aime, mais autrement, on n'en a rien à branler d'Anne-Sophie, de ceux qui n'aiment pas les Noirs. Sarkozy, oui, c'était plus gênant. Hein. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Kadhafi lui prête de l'argent, puis il dit bon, comment je peux faire pour pas le rembourser? Oh ben je vais le tuer, lui, sa famille, et puis je vais raser son pays de la carte. Il tue tout le pays. Ah, puis la France-Afrique, écoute, fermez vos gueules. Mais personne n'a donné de leçon à Anne-Sophie. Nous nous laissons surtout pas entraîner par la colère. Il faut s'organiser, comme on le fait d'ailleurs avec la non-assurance. Parce que beaucoup, alors du dos, on en est où? On va calmer où déjà? On se calme. Plus de 50 000, ça va? Même moi, je suis sur le cul. Alors là, je vous explique. Le monde de l'assurance, ils sont tous comme ça. 50 000 personnes sont prêtes à souscrire à la non-assurance en 10 jours. Donc, parce que les vidéos sont systématiquement dégagées, parce qu'il y avait de la pub dessus, on faisait une pub à ce moment-là. On doit attendre. Parce que là aussi, c'est pareil. Il y aura de la pub, mais on va faire notre propre plateforme. Donc ne vous inquiétez pas. Hein? C'est moi faire. Je m'occupe de tout. Hein? Vous voulez que ça change? Vous savez que voter, ça sert à rien. Bon, la non-assurance, première étape. Donc parlez-en autour de vous. Rejoignez la non-assurance, tous. Hein? Tous, venez de partout. Demandez à vos grands-mères, tout ça. L'assurance, de toute façon, tu payes. Que ce soit la non-assurance ou l'UAP ou l'AXA. Ou... Voilà, autant dire sur la non-assurance. Puis croyez-moi que la quenelle, ils commencent à la voir venir. Après la non-assurance, c'est la banque. Plus on est nombreux, plus ils chient dans leur froc. Hein? L'idée, c'est qu'on leur foute vraiment la pression au maximum. Il faut les taper au porte-monnaie. Hein? Donc, n'hésitez pas. Hein. Et il faut que chacun devienne l'apôtre de la non-assurance. Allez, colportez, prenez un bâton et allez dans le désert. Non-assurance. Bon, pas dans le désert, ça sert à rien. Mais bon, en France, dans les campagnes, partout, allez-y. Hein. Parce que là, ce qui est en train de se passer, c'est quand même extraordinaire. La banque qui arrive juste derrière, on est en train de s'organiser, les avocats. Je vous expliquerai ça, je pense, au mois de septembre, j'en saurai beaucoup plus. J'ai plein d'autres projets derrière, mais je peux pas en parler, parce que on n'est pas tout seul. Il y a des gens qui écoutent cette vidéo. Et Roger, Roger Larouche. Oui, mais je sais qu'ils sont des millions. Mais peut-être quoi? Oui, mon directeur public. Ouais, il a toujours pas son ordinateur. Ouais. Il va le récupérer ou pas? Quoi, qu'ils aillent tous? Arrête-toi. Allez, fous le camp. Ah, tu vas dégager? C'est Roger Larouche. Hein. Le casting. Quenelle sauce m'a fait, c'est la danse de l'été. Quenelle. Extraordinaire. Donc là, on a fait un casting pour le clip. Donc regardez comment ça se passe, toujours avec Chris Negro hein, et moi-même. C'est la quenelle sauce m'a fait. Vas-y, leur ça, c'est la quenelle sauce m'a fait. Vas-y, leur ça, c'est la quenelle sauce m'a fait. Vas-y, leur ça, c'est la quenelle sauce m'a fait. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Du latin FMI dans ton cul qui se glisse. De Dakar à N'Djamena, de Bangui à Mogadiscio, de Yaoundé à Cotonou. Avec mon neveu, ouais, mais bon, l'autre, le problème, c'est que dès qu'il y a une bonne femme qui arrive, on ne tient plus. Non, c'est des jeunes, mais bon, merde. Il a toujours été comme ça, toujours on n'a jamais pu le tenir, mais là... Bon, c'est des histoires de famille, je peux pas en parler, mais regardez-le comment il se comporte. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Vas-y, leur ça,
c'est la quenelle sauce ma fait. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce ma fait. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce ma fait. Vas-y mets-leur ça, c'est la quenelle sauce ma fait. La quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle, la quenelle. Donc, on est le 2 août au Théâtre de la Main d'Or à 14h, suite et fin du casting. Donc venez nombreux. Vous pouvez venir avec vos habits, même si vous êtes... c'est bien que vous veniez avec vos uniformes aussi, n'hésitez pas. Hein. J'en ai rien à foutre. Bon, si tu te vides les poubelles, tu viens avec ton truc, là c'est bien ça. Hein. Il faut qu'on ressente vraiment dans le clip que bon, bah, en fait c'est la France. Hein, Anne-So, tu viens ou pas, Anne-Sophie? Allez, viens Anne-Sophie. Tu seras pris sur le clip, en plus c'est symbolique, c'est intéressant. Hein, et il y aura des surprises. Bon, ça j'ai pas tout dit, mais dans le clip il va y avoir des surprises. Il y a des guests. Et bon, enfin les guests c'est vous, de toute façon c'est le top. Hein. Donc bon, c'est les vacances, donc je suis obligé de faire un peu plus court. Puis j'ai les gosses qui m'attendent, parce que ma femme, je sais pas quoi, ce qu'elle fout là. Donc allez, je vais garder les gosses. La quenelle, la quenelle.